Hubert Védrine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes de passage à Monaco à l'occasion des rencontres internationales, Monaco et la Méditerranée, avant d'évoquer le rôle stratégique que peut et doit avoir la Méditerranée. Difficile de ne pas parler avec vous du conflit ukrainien. L'offensive russe a débuté il y a une quinzaine de jours maintenant. 15 jours après, quelle analyse pouvons-nous dresser de la situation ? On pouvait imaginer que la Russie allait écraser les Ukrainiens. Est-ce qu'aujourd'hui, le conflit semble s'enliser ou c'est une stratégie ? C'est un moment très grave. La décision tragique du président Poutine nous ramène au tout début de la guerre froide, après la Deuxième Guerre mondiale, quand les règles de la coexistence, les règles de la dissuasion, les négociations d'accord n'avaient pas encore commencé. Donc c'est une décision très brutale, cruelle, on en voit les effets, on voit des images insupportables, qui a déjà eu plusieurs effets. D'abord de ressouder l'Alliance Atlantique, de réveiller en Allemagne l'instinct de sécurité, donc l'idée de refaire une armée allemande alors qu'il n'y en avait plus, en réalité. Peut-être de recréer une volonté européenne, ça c'est pas encore sûr, parce que c'est plutôt l'OTAN que l'Europe, mais le président français agit dans ce sens, il a raison, on verra ce que ça donne. Et par ailleurs, oui, en effet, il y a l'impression qu'on a, mais en fait, on ne connaissait pas les objectifs vrais de Poutine et de l'armée russe, que c'est plus compliqué que prévu. Face à cette situation extrêmement douloureuse et inquiétante, il faut que l'ensemble des pays qui réagissent, l'ensemble des pays occidentaux, en gros, aient des positions très fermes, qui en même temps puissent être tenues dans la durée, parce que ce sont des démocraties. Donc à un moment donné, il faudra que les parlements soient appelés à se prononcer sur tout ça. Des positions très fermes, mais qui ne touchent pas le peuple russe. Et la distinction entre les réactions auxquelles le président Poutine nous contraint, en quelque sorte, et le peuple russe. Mais c'est pour ça que les sanctions adoptées sont beaucoup plus précises qu'elles n'étaient le cas dans le passé, pour toucher des gens qui ont vraiment un lien avec le pouvoir, direct ou indirect, contribuent à l'effort de guerre d'une façon ou d'une autre. Donc, moi qui suis plutôt contre les sanctions, en principe, parce que on a vu historiquement leur inefficacité. En fait, là, c'est quand même assez différent et je pense qu'on n'a pas le choix et qu'elles sont mieux ciblées. Donc, il faut que ça puisse être tenu. Et donc, il faut résister, être solidaire, il faut soutenir. Mais en même temps, vous voyez bien que les opinions occidentales, à commencer par les États-Unis, ne veulent pas d'entrer en guerre. Et justement, est-ce que Vladimir Poutine est un homme seul ? On dit de lui, certains le comparent à Hitler. Ou est-ce qu'au contraire, il y a tout de même des décisions qui sont le fruit d'un travail collégial et il a tout de même des contradicteurs dans son environnement ? Vous savez qu'en réalité, personne n'en sait rien. Même les meilleurs experts à Washington, à Paris, à Berlin ou à Varsovie ne savent pas. On peut voir sur une vingtaine d'années un pouvoir de plus en plus solitaire, de plus en plus concentré. Et à cet égard, il faut vraiment ne pas confondre le Poutine des premières années, les 2 premiers mandats, et puis l'époque Medvedev, où la Russie était assez disponible, assez demandeur en quelque sorte, même s'il y avait déjà une espèce d'amertume terrible sur la fin de l'URSS, l'affaire de l'Ukraine. J'aurais pu ne pas prendre cette tournure, mais ce n'est pas le moment d'en discuter, parce qu'aujourd'hui, on en est à la résistance, solidarité, etc. Alors, comment est-ce que ça peut tourner ? Ça nous ramène à la question Poutine. Oui. Il semble bien que ce soit lui. Alors peut-être qu'il a quelques conseillers qu'on ne connaît pas bien, mais enfin c'est lui qui décide en vrai, en fait, par rapport à ça, et qui prend des décisions aberrantes du point de vue de l'ensemble des autres. On a parlé des Occidentaux, Européens, États-Unis, OTAN, mais même les Chinois ne le soutiennent qu'à moitié. C'est une guerre qui peut se terminer plus vite que prévu ? C'est difficile à dire. Aussi. Non, ce n'est pas la première hypothèse. La première hypothèse, c'est qu'elle dure vraiment. Elle dure, c'est de plus en plus pourri, c'est de plus en plus horrible, mais ça dure sans résultat clair et net. Il y a une hypothèse que je mentionne, mais que je ne développe pas, qui est celle d'une aggravation, escalade d'aggravation. Et puis il y a une hypothèse qui est une espérance plutôt, qu'à un moment donné, les choses se calment et commence malgré tout une négociation qui paraît impensable aujourd'hui quand on voit la brutalité et la cruauté des bombardements en Ukraine. Mais rappelons-nous que même pendant la guerre froide, face à l'Union soviétique, à des moments terribles, on était au bord du gouffre. Il y a eu à un moment donné, mais pas tout de suite, c'est pas pour demain, c'est pas pour la semaine prochaine, quand même des négociations qui reprenaient. Dans votre dernier ouvrage, Une vision du monde, fort de votre grande expérience, vous avez donné quelques clés, quelques jalons
qui pouvaient laisser présager un tel conflit. Est-ce qu'il y a d'autres périls aujourd'hui qui nous menacent en termes de crise géopolitique et de crispation d'intérêts à travers le monde? Oui, j'ai résumé dans un livre des réflexions sur 25 ans, parce que par les hasards heureux de la vie, j'ai commencé très très jeune. C'est pour ça que j'ai un certain recul sur ces questions. Mais la vraie tendance mondiale, c'est que les Occidentaux ont perdu le monopole de la puissance qu'ils ont exercé pendant 3-4 siècles. Bien ou mal, c'est un autre débat, mais exercé. Donc ils ont perdu le monopole, parce que les émergents ont émergé, la Chine en tête. Les Occidentaux, notamment les Américains, avaient fait l'erreur tragique de penser que la question russe était dépassée. Elle était passée par pertes et profits. La Russie, mais donc aussi l'Ukraine et tous ces sujets. C'est une erreur par rapport à ça. Mais la tendance générale, c'est toujours celle-ci. Vous avez des puissances installées, les États-Unis bien sûr, mais les grandes puissances européennes d'avant, qui sont toujours là, et les puissances montantes. Revenons-en à l'origine de votre venue en principauté aujourd'hui, les rencontres internationales, Monaco et la Méditerranée. La Méditerranée, c'est une zone du monde aux multiples enjeux, que ce soit politiques, environnementaux, migratoires. C'est une zone aussi clé, la Méditerranée? Alors d'un point de vue chinois, non, mais pour les pays qui sont autour, il y en a 23, 24. Bon. Et des pays tous très différents, avec des cultures, des religions différentes. Enfin, il y a un clivage nord-sud principal, mais il y a plein de clivages. Alors, si on oublie un instant la dimension stratégique, qui existe quand même, hein, parce qu'il y a des bateaux américains, il y a des bateaux russes, il y a des flottes qui circulent, il y a des bases, etc. Bon, cette dimension existe, mais je ne le redéveloppe pas. Si on oublie ça un instant, essayons, malgré l'actualité. À mon avis, les grands enjeux en Méditerranée, qui n'est pas un concept géopolitique, la Méditerranée, c'est un espace. C'est un espace, c'est un concept océanographique et un espace. Les grands enjeux, on les connaît. C'est la question écologique, bien sûr les qualités de l'eau, etc. Mais bon, il y a un problème de survie de la Méditerranée en tant que mer. Ça, c'est très important. Bon. Deuxièmement, il y a la question migratoire, parce que vu la localisation de la Méditerranée, les gens de pays qu'il y a au sud, les gens de pays qu'il y a au nord, c'est une question qui sera très compliquée tant qu'il n'y aura pas une vraie négociation entre les pays de départ, de transit et d'arrivée. Donc pas que l'immigration choisie par l'Europe, l'immigration choisie de négocier, co-gérer. Il faudra arriver à ça un jour ou l'autre. Je dis ça en une seconde, mais tout le monde sait que c'est très 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 compliqué, mais ça pèse sur tous les pays riverains, sur toutes les îles, qui est le sujet de cette rencontre très intéressante. Et après, vous avez les questions du tourisme et du tourisme de masse. Parce qu'il y a tellement de gens. Là, il y a eu la pandémie, il y a des inquiétudes de crise, de guerre, bon, mais à un moment ou à un autre, à nouveau, l'ensemble de la population mondiale va recommencer à bouger. Et il y a tellement de monde, c'est tellement facile de circuler, il y a des sites tellement attractifs, à commencer par la Méditerranée. Donc, à un moment donné, vous aurez la situation en disant « Je vais aller à Santorin, mais il faut que je m'inscrive. Et oh là là, mais il n'y a pas de place avant 2024. » On n'est pas loin de cette situation. Donc, ça passe par, là aussi, une gestion intelligente, donc écologique, bien sûr, une gestion intelligente des flux. Donc il faudra aussi faire évoluer le contenu du tourisme. Merci beaucoup, Merci. Hubert Védrine. Et je rappelle donc que vient de paraître ce dernier ouvrage, Une vision du monde, qui distille beaucoup de clés intéressantes et d'autant plus actuelles. Merci beaucoup.